Да. Ну, мы соблюли необходимый протокол для прибытия чрезвычайного полномочного посла. Да? Все необходимые условия выполнены, поэтому можем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Поэтому я от лица администрации Библиотеки иностранной литературы приветствую наших высоких и дорогих гостей. Это вечер, традиционный вечер, который проводит газета «Le Courrier de Russie» в Библиотеке иностранной литературы. Но сегодня вечер чрезвычайный, и в силу присутствия чрезвычайного полномочного посла в том числе. Моя функция приветствия, да, наших гостей, но это их вечер, поэтому гости чувствуют себя как дома. Тема сегодняшняя заявленная, и, как мы видим, привлекла необычайное внимание. Госпожа Берман будет говорить об обновлении отношений между Францией и Россией. Тема более чем актуальная. Я знаю, что там звучит слово не французское, да, аджорнаменто, аджорнаментон, наверное, да, так говорят французы. Вот это вот особенно интересно для меня, как для итальяниста, как это все будет разворачиваться. Поэтому сейчас я передаю слово директору газеты «Le Courrier de Russie» Жан-Клоду Галли, который будет вести сегодняшнюю встречу. И в конце, я думаю, у нас будет дискуссия, да? Oui, c'est tout à fait d'accord, ça me convient très bien. Все, пока складывается очень удачно. Вам слово. Merci. Merci à tous déjà d'être présents à cette nouvelle soirée ici, dans ce lieu magnifique. Je tiens à remercier d'abord Vladimir Markin, qui est le directeur par intérim de la Bibliothèque de littérature étrangère où nous nous trouvons. Je vous remercie aussi, Monsieur Youdin. Vous êtes le conseiller du président Markin, donc merci pour cet accueil. Nous avons le privilège, le plaisir de vous recevoir, Madame, Votre Excellence. Vous êtes ambassadeur de France en Russie depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai essayé de résumer votre carrière, c'est très difficile, vous avez occupé tellement de postes, donc je vais être très court et je vais aller à l'essentiel. Vous êtes déjà une cynisante et une russisante, ce qui est très rare aujourd'hui. Vous avez commencé votre carrière diplomatique en 1979. Une carrière qui va vous mener en Chine, en Russie, aux États-Unis, à Bruxelles, où vous allez occuper de nombreuses fonctions, parmi les plus importantes. Mais c'est surtout, vous êtes la première femme qui a été ambassadeur de France auprès d'un pays membre du Conseil de sécurité. C'était en Chine, à Pékin, en 2011. Si je fais le compte, vous avez été ambassadeur donc, à Pékin, vous avez été ambassadeur de France à Londres, vous avez été ambassadeur de France à Moscou. Donc sur les 4 pays du Conseil de sécurité, hormis la France, bien entendu, vous avez occupé les 3 postes. Donc il en reste un. C'est Washington, qui vous permettrait de faire le grand chelem, donc après Moscou. Est-ce possible? Moi, personnellement, je pense qu'un diplomate qui a été ambassadeur, qui a une connaissance de la Chine aussi profonde que vous, qui connaît la Russie aussi et qui aime ce pays, votre présence aux États-Unis serait remarquable. Madame l'ambassadeur, nous vivons un temps politique compliqué, vous le savez mieux que personne. Depuis 2014, les relations politiques entre la Russie et les pays occidentaux ne sont pas les meilleures. L'Ukraine, la crise ukrainienne, les sanctions, la Syrie, plus récemment l'affaire Skripal, des expulsions de diplomates qui vous ont frappé d'ailleurs à l'ambassade. En dépit de ces événements, nous avons 2 présidents qui apparemment se parlent fréquemment, qui se rencontrent régulièrement. Nous avons eu Versailles, peu après l'élection d'Emmanuel Macron, en mai 2017. Nous avons eu Saint-Pétersbourg, au Forum économique, en mai 2018. Puis, quelques temps après, la Coupe du Monde de football, Emmanuel Macron qui est venu voir la finale, qui a rencontré à nouveau Vladimir Poutine. Plus récemment, nous avons eu un sommet à Istanbul, avec aussi le président Erdogan et la chancelière Merkel. Nous aurons encore une rencontre le 11 novembre prochain pour le centenaire de l'armistice à Paris. Nous savons que le président Macron appelle à une remise à plat
des relations avec la Russie. On l'a dit tout à l'heure, un aggiornamento de la relation russo-européenne. Certains à Paris parlent d'un Paris russe d'Emmanuel Macron. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi pour cette invitation au mardi du courrier de Russie. Je suis très heureuse d'être entre le directeur et le rédacteur en chef. Alors la question qui a été posée, je ne sais pas s'il y a encore d'ailleurs un point d'interrogation ici, il n'y en a plus, sur l'aggiornamento. Nous en avons discuté. Mais évidemment, le général de Gaulle aurait dit que c'est une vaste question. Alors, vaste question parce qu'évidemment, elle porte sur un avenir lointain, vaste question parce que c'est le plus grand pays du monde et ça me frappe depuis que je suis ici, et y compris par rapport à la Chine, qui paraît complètement encerclée géographiquement par la Russie, qui part effectivement de l'Europe jusqu'à Vladivostok ou Sakhaline ou le Kamtchatka. Et je pense que c'est important, évidemment, dans la mentalité russe. Vaste aussi parce que historiquement, il y a un lien très fort entre nos deux pays, un lien historique, un lien culturel. Et puis, vaste parce qu'il y a effectivement des incompréhensions qui sont très fortes, pas seulement depuis 2014 d'ailleurs. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ont tendance à dire que les pays occidentaux ont une mentalité de guerre froide. Et dans les pays dits occidentaux, en France ou en Europe, on parle d'actes qui relèvent de l'époque de la guerre froide aussi. Alors, avant de parler de est-ce que c'est une remise à plat ou c'est un peu un nouveau souffle, hein, un aggiornamento. Et en tout cas, c'est différent de ce que nos partenaires occidentaux appellent des reset de la relation, qui donne l'impression qu'on part d'une terre brûlée et qu'on recommence tout, périodiquement d'ailleurs, parce que après le reset, il y a toujours un gel et puis on recommence. Je crois que la France a voulu effectivement éviter ce gel, que ce soit dans le passé ou que ce soit depuis 2014. Et le président de la République, parlant de sa politique étrangère, parle toujours d'une tradition gaulo-mitterrandienne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'indépendance de la France et que c'est la perception des États comme des États-nations et qui perdurent au-delà des régimes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que juridiquement, la France ne reconnaît pas des gouvernements, elle reconnaît des pays. Donc il y a cette continuité dans le temps. Et quand le général de Gaulle est venu en 1966, il disait que c'était la France de toujours qui faisait une visite à la Russie de toujours. C'était l'Union soviétique, mais pour lui, c'était la Russie. Et je pense qu'il a été visionnaire, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, c'est bien de la Russie qu'il s'agit. C'est donc de voir une relation, non pas dans les contingences de telle ou telle période, mais de l'intérêt général de la France, de l'intérêt géopolitique vis-à-vis de la Russie, et en incluant aujourd'hui évidemment la dimension européenne, puisque vous avez raison de dire que l'aggiornamento concerne pas seulement la France et la Russie, mais la France et l'Europe. Je vais y revenir. Le général de Gaulle, à l'époque, disait que nos deux nations n'avaient cessé d'éprouver l'une pour l'autre un intérêt et un attrait tout à fait particuliers, une considération et une cordialité réciproques que n'ont brisé depuis des siècles ni certains combats d'autrefois, ni des différences de régime, ni des oppositions suscitées par la division du monde. Tout cela a été dit il y a un demi-siècle, mais c'est encore valable aujourd'hui, malgré tous les bouleversements internationaux, 89, 2001, 2014.
Je fais cette expérience-là au quotidien dans les relations avec la Russie. Un de mes collègues qui était à Londres et qui avait été en Russie avant me dit « Tu n'imagines pas l'histoire d'amour qu'il y a entre la France, entre la Russie et la culture française, ce que je peux mesurer tous les jours. Et nous sommes très attachés à cette dimension, échange entre musées. Vous vous souvenez de l'exposition Tchoukine à la Fondation Vuitton, bientôt l'exposition Morozov, le Salon du Livre dont la Russie était l'invité d'honneur. Je vais, moi, demain après-demain au Salon du Livre à Krasnoïarsk, où il y aura également des auteurs français, auteurs également pour la jeunesse, ce qui est intéressant parce que c'est l'avenir qu'il faut préparer. Il y a une autre dimension symbolique à la coopération entre la France et la Russie, c'est la science et c'est l'espace. Quand vous avez fait des études de mathématiques, vous connaissez nécessairement la Russie, vous avez même appris un peu de russe, et ça, je pense que c'est important et que ça demeure. Et j'étais à Baïkonour, malheureusement, le vol n'a pas réussi, mais les cosmonautes ont réussi à revenir sur Terre et repartiront dans les étoiles au printemps prochain. Quand on visite le musée de l'espace, la France y est très présente, le général de Gaulle y est très présent aussi, et aujourd'hui, nous notons un nombre impressionnant de Soyouz sur la base de Kourou, et je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. En termes de perception aussi, alors il y a eu un sondage récent de l'Institut Harris et du FTIOM dans lequel il ressort que 58% des Français qui ne sont jamais allés en Russie souhaitent s'y rendre, 87% de ceux qui y sont déjà allés. Évidemment, la Coupe du Monde a joué un rôle très important parce que ça a permis de découvrir une Russie qu'ils n'imaginaient pas, une Russie plus accueillante, une Russie plus dynamique, plus gaie aussi. Et donc certains ont l'intention d'y revenir. Et on dit que 63% des Français interrogés déclarent de la sympathie pour les Russes. Il y en a d'autres, évidemment, qui ont une vision plus négative, mais je pense qu'on peut bâtir là-dessus. Les échanges économiques, la Chambre de commerce, des membres du Conseil économique sont ici. Nos relations économiques vont bien. Les échanges ont été en augmentation en 2017, donc ils ont atteint 13,2 milliards d'euros. La France est le 6e fournisseur de la Russie. La France est aussi le premier employeur étranger avec des grosses entreprises comme Auchan et comme Renault, et le 2e investisseur en stock. Les entreprises françaises ne sont pas parties à la suite des tensions géopolitiques, et des grands projets emblématiques ont vu le jour. Je suis, très peu de temps après mon arrivée, en décembre dernier, allée à Yamal, au-delà du cercle polaire, dans la nuit polaire d'ailleurs, pour découvrir le projet de LNG Yamal. Et je dois dire qu'il y a rarement un projet industriel qui m'ait autant impressionné, et pourtant, dans mes fonctions, j'ai visité beaucoup d'usines. Nous avons maintenu le CEFIC, c'est le Conseil économique, qui aura lieu le 17 décembre à Paris, entre les deux ministres de l'économie. Alors, pour faire un aggiornamento, il faut quand même se fonder sur l'existant et sur les difficultés existantes que vous avez mentionnées. Alors, il y a sans doute dans la vision qui est... il y a une vision obsidionale de la Russie qui remonte à l'époque tsariste, en fait, qui s'est perpétuée pendant l'époque soviétique et qui demeure. Alors, le problème, c'est que tous les paranoïaques vous disent aussi, les paranoïaques ont aussi des ennemis, ce qui est vrai aussi. Donc on nous reproche de ne pas avoir soutenu suffisamment la France à la suite de l'effondrement de l'URSS. Je crois que
il y a eu effectivement une véritable incompréhension, pas tellement entre la France, peut-être entre l'Occident de manière générale et puis la Russie, l'illusion que c'était la fin de l'histoire et que du jour au lendemain, la Russie allait devenir une grande démocratie, qu'elle allait devenir une démocratie et qu'elle allait devenir également une grande économie libérale, en méconnaissant sans doute le prix de la transformation d'une économie soviétique en une économie libérale. L'autre question est bien évidemment géopolitique, c'est le problème de l'OTAN. Donc beaucoup de Russes nous ont dit, nous on a démantelé le pacte de Varsovie, l'idée c'est qu'il fallait démanteler l'OTAN. Donc vous connaissez la proposition intermédiaire qui a été celle d'un conseil OTAN, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus très bien et qui ne fonctionne plus aussi à cause de l'élargissement. Il y a eu l'illusion dans les relations entre la Russie et l'Union européenne. Et quand on parle de mes fonctions d'ambassadeur, on oublie généralement que j'ai été aussi ambassadeur au Comité politique et de sécurité de Bruxelles. C'est un peu le Conseil de sécurité de l'Union européenne sur le modèle de l'ONU, où on décidait de la politique étrangère et de la défense de l'Union européenne. Et je me souviens à l'époque, Javier Solana était le représentant, le haut représentant, on disait, pour la politique étrangère et de sécurité commune. Et il avait des contacts fréquents avec Vladimir Poutine. Il est revenu de Sotchi et il nous a dit, voilà, on va élaborer une stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. On discutait à l'époque des 4 espaces communs entre la Russie et l'Europe, et nous avons commencé à travailler dessus. Et j'étais là quand le Conseil de politique et de sécurité, comme le Coreper, l'autre organe de l'Union européenne, se sont élargis aux nouveaux membres. Et là, on a vu qu'il y avait un fossé très, très fort entre les nouveaux membres pour qui la Russie restait une menace, et ce qui pour nous à l'époque était quelque chose d'étonnant, parce que c'était en 2003, puis 2004, et qui nous ont dit, enfin certains d'entre eux, il n'en est pas question. Et la réalité, c'est que depuis lors, c'est très difficile d'élaborer une politique européenne vis-à-vis de la Russie, parce que la Russie est divisée. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Union européenne, Marcus Edrer, qui est excellent, était ambassadeur de l'Union européenne en Chine à l'époque où j'y étais. Donc on se connaît très bien. Et sa tâche est beaucoup plus difficile ici, parce que quelles que soient les relations vis-à-vis de la Chine qu'ont les différents membres de l'Union européenne, ils partagent plus ou moins la même vision, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, ce qui ne facilite pas les choses. Bon, on nous reproche parfois aussi notre manque d'indépendance, mais on peut rappeler quand même que la France était aux côtés de la Russie et de l'Allemagne contre la guerre en Irak, et ça, je pense que c'est important. Maintenant, il y a les autres sujets qui sont des sujets de grief en Europe, en France. La Syrie. Alors, la Syrie, je pense qu'il y a une évolution sur le sujet. Les bombardements d'Alep ont beaucoup choqué en Europe. Les populations civiles ont été visées. Et quand la Russie a commencé à intervenir, le sentiment c'est qu'ils intervenaient moins contre Daesh, qui était notre ennemi terroriste commun, que contre les opposants de Assad. Je crois que les choses ont beaucoup évolué, d'abord parce que je pense que la Russie aujourd'hui est tout à fait consciente qu'il n'y a pas de solution militaire possible et qu'il est nécessaire d'avoir une solution politique, ne serait-ce que parce que la Russie ne souhaite pas rester en permanence en Syrie. On est au départ un libérateur et on est ensuite un occupant. D'autres pays l'ont connu dans d'autres régions du monde. Donc même s'il y a eu des désaccords sur les chemins suivis,
Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un processus politique et que la Russie arrive à convaincre le président Assad. Mais en même temps, le sommet d'Istanbul à 4, samedi dernier, est quand même un événement sans précédent. Parce qu'il y avait jusque-là, d'un côté, le groupe d'Astana, qui était piloté par la Russie. De l'autre côté, il y avait le Small Group, qui était piloté par la France. Et à Saint-Pétersbourg, le président de la République avait demandé précisément à Vladimir Poutine, qui avait accepté pour la première fois qu'il y ait un rapprochement entre ces deux groupes. Et en fait, c'est le principal résultat de la rencontre d'Istanbul. Et en même temps, il y a eu sur le fond un accord sur la mise en place d'un comité constitutionnel dont le principe avait été agréé à Sotchi. Par ailleurs, la France, contrairement à ses autres partenaires, avait décidé l'été dernier de livrer de l'aide humanitaire, à l'époque dans la Ghouta orientale, et elle l'avait fait avec l'armée russe, et il y avait donc eu en fait la reprise d'une coopération militaire. Donc je pense que sur ce sujet-là, où il y a des positions qui sont plus réalistes mais qui correspondent à l'intérêt de chacun, il y a des possibilités de progresser. Et puis il y a cette restreinte sur Idlib, parce que beaucoup ont pensé à un moment que allait recommencer ce qui s'est passé à Alep, et dans ce cas-là, ça déchaînait les réactions négatives en Europe, et l'intelligence de Poutine est d'avoir eu cet accord avec Erdogan. L'autre sujet que vous avez évoqué, c'est bien sûr la Crimée, pas la Crimée d'ailleurs, c'est la Crimée, bon, mais c'est surtout l'Ukraine et le Donbass. C'est ce qui a généré les sanctions de l'Union européenne et ce qui a conduit effectivement à des récriminations réciproques. Pour l'Europe, c'est clairement une violation du droit international, et nous souhaitons donc qu'il y ait une correction. Alors la correction, c'est la mise en œuvre des accords de Minsk, et c'est ce qui a été discuté entre les membres du format Normandie, Russie, Ukraine, France et Allemagne, qui reste toujours sur la table. Alors on sait aujourd'hui qu'avec les élections en Ukraine, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et si la Russie est coupable de non-accord, de non mise en œuvre des accords de Minsk, on ne peut pas dédouaner non plus l'Ukraine sur ce sujet-là. Ce qu'on dit souvent aux Russes, c'est que c'est le plus grand pays, c'est le pays le plus fort, donc c'est le pays qui peut prendre l'initiative. Je continue de penser qu'il y a une solution possible, qui est une solution qui serait autour du déploiement d'une opération de maintien de la paix. D'ailleurs, le président Poutine l'avait accepté. Pour lui, c'était simplement la sécurité des observateurs, je pense, et après avoir discuté avec des membres de son entourage, mais il y a plusieurs mois, je pense que c'est possible. Malheureusement, il faudra sûrement attendre aujourd'hui les élections en Ukraine. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui ne facilitent pas les relations. Vous l'avez évoqué, c'est l'affaire Skripal. Le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à l'ambassade, c'est un game changer. Ça va changer complètement la donne dans les relations. Ça a été le cas, puisque ça a conduit quand même à un mouvement d'expulsion sans précédent, parce que c'est la première fois qu'il y a eu une coordination des Européens des Occidentaux pour expulser, pour réagir à l'utilisation d'armes chimiques sur le territoire d'un de nos partenaires. Ce n'était jamais arrivé. Dans le passé, il y avait toujours eu des conflits, des problèmes d'espionnage. J'avais d'ailleurs moi-même, quand j'étais en Union soviétique, 30 ans avant, accompagné mon ambassadeur pour l'expulsion d'une douzaine de membres de l'ambassade, qui était une mesure de rétorsion. Je pensais que je ne reverrais pas ça.
Et malheureusement, quelques mois après mon arrivée, j'ai été convoquée pour m'entendre signifier le départ sous 8 jours de 4 diplomates de l'ambassade. Il y a eu les frappes qui étaient liées, parce que c'était à peu près la même époque et les mêmes raisons, sur l'utilisation de l'arme chimique en Syrie. En même temps, d'une certaine manière, ça a clarifié le paysage. Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose, mais je crois que comme on était quand même tombé assez bas dans les relations entre l'Occident et la Russie, il y a une volonté de repartir, de redémarrer sur une base différente. Et je crois que c'est l'intérêt de la visite du président de la République à Saint-Pétersbourg, parce qu'elle avait été fixée auparavant, mais je dois dire que beaucoup plaidaient pour que cette visite n'ait pas lieu. Il a tenu à la maintenir, et au-delà de cette visite qui s'est bien passée, d'un contact qui a permis 2 heures de tête-à-tête complet, et donc d'instauration d'une certaine confiance malgré les désaccords. Le président de la République parle d'un dialogue confiant mais exigeant, et je crois que c'est de là qu'il s'agit. Et ça a été aussi l'occasion de plusieurs rencontres ou de plusieurs conversations téléphoniques, et il y en a une à laquelle j'ai pu assister, par téléphone, ça a duré 1 heure. Donc c'est une relation qui est sérieuse et qui est fondée sur des faits et non pas sur de l'idéologie. Et puis alors il y a un autre sujet qui est évoqué également, qui est quand même celui de quelques personnalités qui ont été accusées faussement, des personnalités de Mémorial. Il y a l'affaire du cinéaste Sentsov, que je ne connaissais pas avant, que j'imagine peu de gens connaissaient. C'était pas un cinéaste renommé, et le président de la République est intervenu à plusieurs reprises, parce que nous pensons d'abord que, évidemment, au titre des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, c'est pas une bonne chose. Et nous pensons que c'est pas une bonne chose pour la Russie non plus, et pour l'image de la Russie. Et franchement, j'ai eu l'occasion de le dire à des membres de l'entourage aussi du président, il n'y a rien à gagner à ça, parce que ce n'est pas une menace ni pour le gouvernement, ni pour le régime, ni pour personne. Mais en revanche, ça atteint l'image du pays. Alors, Renan, qui parlait de la nation, disait que il fallait vouloir faire des choses ensemble, mais faire des choses ensemble, c'est aussi en oublier et donc en dépasser certaines. Et c'est donc là qu'on revient à l'idée d'aggiornamento. Le monde est en train de changer complètement. C'est avec le Brexit, avec l'élection de Trump en particulier, et avec la position de l'Amérique par rapport au reste du monde. Comme il l'a dit le jour de son inauguration, ou le jour où il a gagné, à partir d'aujourd'hui, ça sera « Only America First ». Et c'est ce qu'on constate. Et donc beaucoup d'Européens qui pensaient qu'ils pouvaient compter sur le soutien systématique des États-Unis pour leur sécurité, même pour leur commerce, ont constaté que ce n'était pas le cas. Pour la France, c'est une évidence aujourd'hui, et c'est pour cela que le président de la République parle d'une autonomie stratégique de l'Union européenne. Le président de la République a souhaité aussi qu'on ait un dialogue un petit peu différent sur les questions de cybersécurité. C'est un sujet fondamental aujourd'hui, c'est un sujet de sécurité, y compris dans nos sociétés. C'est-à-dire, il faut aussi combattre contre l'ingérence. D'ailleurs, quand il a parlé à Vladimir Poutine de la cybersécurité, il a dit que lui-même avait été victime d'attaques. Donc, ce qui a été mis en place, c'est un mécanisme à très haut niveau, puisque c'est le représentant de la sécurité du côté russe, M. Patrouchev, et Madame Landais du côté de la France, qui sont responsables des contacts dans ce domaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que font nos partenaires, qui est une immédiate
dénonciation, attribution, ce qu'on appelle en anglais le naming and shaming. On a décidé de le gérer différemment, c'est-à-dire en le dénonçant preuve à l'appui, mais dans un cercle de gens compétents et dans un cercle beaucoup plus restreint. Ce que nous avons cherché à maintenir aussi, c'est le tissu des relations entre la France et la Russie, c'est de le faire au niveau des citoyens, des jeunes, pas seulement ceux de Saint-Pétersbourg et ceux de Moscou, mais dans la lointaine Sibérie ou ailleurs, avec des thèmes, vous le savez, pour le dialogue de Trianon, qui a à peine un an, ou même moins si on compte l'annonce du lancement et la photo des membres du comité de coordination du dialogue avec le président Poutine et le président Macron à Saint-Pétersbourg. Il a quelques mois, donc évidemment, c'est un démarrage avec des tâtonnements, mais l'idée, c'est d'avoir cette plateforme interactive et d'avoir des vrais débats participatifs. L'idée aussi, c'est de générer sous l'égide de cette structure d'autres initiatives. Alors certains ont parlé de l'OFAGE, qui est l'Office de la jeunesse franco-allemand, faire la même chose avec la Russie. Moi, je pensais plutôt aux Young Leaders franco-russes. On l'a fait avec très peu de pays, on l'a fait avec les États-Unis, et ça fait plus de 50 ans. C'est un réseau de gens qui se connaissent et qui se comprennent. On l'a fait plus récemment avec la Chine et avec le Royaume-Uni, et je pense que c'est important. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer, qui est celui de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. La Russie en est un des membres très importants. Ces structures avaient été créées justement pour intégrer la Russie post-guerre froide. Et c'est important qu'on trouve des solutions pour que la Russie reste évidemment membre de ces deux organisations. Parfois, il faut un peu de ce que les diplomates appellent l'ambiguïté constructive pour permettre donc à la Russie de rester. Donc, il y a des difficultés qui sont les problèmes que vous avez évoqués. Le président de la République souhaite un jour la levée des sanctions, mais pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, même si je sais que surtout les hommes d'affaires souhaiteraient que ce soit fait comme ça, sans condition du jour au lendemain, qu'il y ait un geste de la Russie qui puisse permettre d'ailleurs à chacun de conserver la face. C'est une notion très, très asiatique. On ne va pas simplement dire ça n'a pas marché, donc on arrête, parce que ça serait aussi un signal de faiblesse. Mais je crois que clairement, il est conscient que ce n'est pas normal que la Russie, qui est un grand pays, qui est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, ait cette relation qui soit handicapée par des sanctions. Je ne dis pas encore une fois qu'on va la lever sans condition, mais je crois que le but, d'ailleurs, les sanctions n'ont jamais été une fin en soi. Quand on adopte des sanctions, et j'ai été à New York au Conseil de sécurité, j'ai été à Bruxelles également, en général, on réagit à une situation. D'ailleurs, les sanctions sont prévues dans la Charte des Nations Unies pour amener l'autre à la table de négociation. Le problème, c'est que on arrive rarement à sortir des sanctions. Est-ce que c'est une bonne formule ou pas ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est aussi la question, parce que c'est difficile quand ce sont ensuite des échanges de monologues ou de convictions que chacun a raison. Mais en tout cas, il faudra pouvoir sortir de là, et j'espère que l'année 2019 le permettra. Notre président est engagé évidemment dans l'organisation des élections européennes. Elles sont difficiles. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties illibérales. Le monde est en train de se redéfinir par rapport à des États-Unis qui ne sont plus l'allié ou l'ami d'autrefois.
avec des mouvements qui sont des mouvements extrémistes, populistes, xénophobes, souvent dans les différents pays. Et l'idée, c'est que chacun ne soit pas une île, mais qu'on ait une Europe forte par rapport à des États-continents comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, le Brésil, l'Inde, demain, ça je pense que c'est très important, mais que évidemment ça se fasse dans le cadre d'un monde multipolaire, ce qui est une évidence. Or, pour le moment, les États-Unis restent la puissance dominante parce qu'elle est puissance financière, qu'elle a le dollar, qu'elle est puissance militaire également. Mais l'idée est quand même, et c'est ce que souhaite la France, et depuis De Gaulle, c'est pour ça que je parlais de cette tradition gaulo-mitterrandienne, d'avoir un monde multipolaire, mais avec des poids respectifs, parce qu'on aura toujours des concurrences sur le plan économique, des difficultés, y compris sur le plan de cybersécurité, qui est le nouvel horizon de la défense. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de changer la relation avec la Russie, de convaincre nos partenaires européens qu'il le faut, compte tenu de sa taille, de son histoire et de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, qui est quand même un statut très, très privilégié. Il y a 5 membres seulement. Il n'y aura pas de solution de crise sans la Russie. Alors parfois, elle est un peu bloquée, mais il n'empêche que c'est le cadre de la sécurité collective et c'est le cadre de la légitimité internationale aussi. Voilà, je vais arrêter là. Merci Madame l'ambassadeur. Je vais donner la parole, la première question à Boris Ounanov, le rédacteur en chef du Courrier de Russie. Boris. Merci. Dans le micro, tiens. Pour cette opportunité de poser la question à Madame l'ambassadeur. Donc, nous traversons un moment vraiment difficile. Si on parle de relations internationales, des relations entre la Russie et l'Occident, la France peut-être c'est une exception à la règle. Donc, Talleyrand a conseillé à tous les diplomates de ne se livrer pas trop vers l'enthousiasme excessif. Donc, c'est-à-dire qu'être diplomate, c'est-à-dire être pragmatique avant tout. Mais moi, j'imagine pas vraiment comment on peut être un diplomate et n'être pas un optimiste. La diplomatie, c'est le pragmatisme, mais c'est aussi l'optimisme. Donc, ma question est suivante. C'est quoi votre motivation principale aujourd'hui, comme un diplomate, comme un ambassadeur, dans cette situation assez compliquée? Vous avez raison. D'abord, la diplomatie a été souvent définie comme l'art du possible. Donc, il faut être à la fois réaliste, mais optimiste et surtout volontariste. Et donc, maintenir le dialogue en permanence et la compréhension de la position de l'autre. Je crois que ce qui est important pour un diplomate, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre, pas pour être d'accord, mais pour comprendre d'où il parle, comme disent les psychanalystes. Je parlais de la tradition gaulo-mitterrandienne, je parlais du président de la République. J'ai un peu un autre modèle aussi qui est Kissinger, parce que Kissinger, c'était quelqu'un qui disait, en tout cas sur cette phrase, en disant la coopération stratégique est toujours préférable à la confrontation stratégique. Donc en fait, si vous me demandez quel est mon but ici en tant que diplomate, c'est de privilégier la coopération stratégique, c'est évidemment d'améliorer, de renforcer les relations entre la Russie et la France, de faire comprendre parfois un certain nombre de choses, d'expliquer à Paris, parce que tout le monde n'a pas nécessairement une compréhension profonde de la Russie. Je ne l'ai pas nécessairement non plus, mais quand on est diplomate, on rencontre des gens tous les jours, on apprend un certain nombre de choses. Donc moi, je m'inscris clairement dans cette ligne-là, tout faire pour améliorer les relations,
s'il y a un blocage politique, travailler sur le reste, c'est-à-dire sur l'économie, sur la science, sur la culture aussi. J'avais envie de vous demander, Madame l'ambassadeur, vous êtes dans une position privilégiée. Alors, on ne va pas vous demander de nous raconter des choses que vous ne pouvez pas nous raconter. Mais c'est vrai qu'on a envie de... On a vu, par exemple, à Saint-Pétersbourg, au mois de mai dernier, un début de relation, Oui. je pense réellement, entre le président Poutine et le président Macron. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation? Est-ce que vous avez dit que les deux hommes se parlent régulièrement? Vous avez assisté vous-même à une conversation, participé à une conversation de plus d'une heure au téléphone, de plus d'une heure au téléphone. Comment se passe ce dialogue? Est-ce que les deux hommes on a l'impression qu'ils se considèrent, en tout cas. Oui, il y a une considération, il y a un respect réciproque. Parce que j'ai assisté aussi à l'entretien qui a eu lieu, un entretien d'1 heure au Kremlin, avant la finale de football. Je pense que, encore une fois, le fait qu'il y ait des divergences n'empêche pas d'avoir une bonne relation. Certains Russes ont parlé de good chemistry, qui est une formule très américaine entre les deux. Et je pense qu'effectivement, les choses passent bien, mais le président, on peut répéter plusieurs fois, enfin bon, sa position. Mais il n'y a jamais, à la fois, il y a la conversation téléphonique ou les 2 entretiens auxquels j'ai assisté, c'est toujours d'une extrême courtoisie et d'un très grand respect. Alors, j'aurais dû préciser à la fin de mon intervention, mais j'ai oublié, c'est l'occasion de le faire maintenant, qu'il va y avoir un événement très important à Paris, qui est le 11 novembre, le Forum de la paix, et qui sera précédé de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour nous, il est évident que le président Poutine y a toute sa place, que la Russie a toute sa place, parce qu'on n'oubliera pas que c'est grâce à la Russie également, qui a soulagé la France en particulier, que la bataille de la Marne a été gagnée. Il y a eu le corps expéditionnaire russe, il y a eu une mobilisation précoce, à un moment où d'ailleurs les soldats russes n'étaient pas complètement prêts, et que cela a soulagé les Alliés, les Français en particulier. Donc la Russie a toute sa place, ça c'est le passé. Mais ce que veut faire le président, donc, en mettant en place ce forum pour la paix, c'est de trouver des projets innovants dans la gouvernance mondiale sur tous les sujets, la paix, la sécurité, le développement. Et il y a eu ce qu'on appelle des appels à projets. Il y a 2 projets russes qui ont été retenus. Un de Koudrine et l'autre de Kortunov, donc qui s'inscrit dans le cadre du dialogue de Trianon. Et naturellement, on continuera à en parler. Dans le comité d'organisation, il y a également une présence russe. Et donc, c'est pour nous très important de préparer l'avenir. Le Forum de la paix est lancé à l'occasion de ce centenaire, mais l'idée, c'est qu'il y ait chaque année un forum de la paix à Paris, comme il y a la conférence de Munich sur la sécurité ou également le forum de Davos. Et bien sûr, comme je disais, la Russie a toute sa place. Après, je cède la parole, enfin les questions Oui. à la salle. On n'a pas l'impression que cette proposition de remise à plat des relations de Giorgio Amato a été saisie au bon par la Russie, par le Kremlin. Alors, on n'a pas entendu de déclarations qui permettent de dire, ben voilà, asseyons-nous, effectivement, vous avez raison, il faut qu'on remette tout à plat, faisons-le ensemble. Mais, oui, l'aggiornamento, est-ce que c'est remettre tout à plat? On ne revient pas en arrière, c'est-à-dire qu'on bâtit quand même sur ce que... Oui, c'est différent un peu d'un reset, je trouve. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui m'a été dit quand on a invité le président Poutine à Paris, c'est qu'il était très intéressé parce que le président
avait dit sur justement l'aggiornamento et qu'il souhaitait lui en parler à Paris. D'accord. Madame. Итак, Вероника Кашенинникова, член Высшего совета партии «Единая Россия», координатор рабочей группы по реализации внешней политики, а также член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по общественной дипломатии. Уважаемая госпожа посол, спасибо большое за ваше выступление, за те посылы, которые вы, без сомнения, донесли до нашей аудитории. И шире большое вам спасибо за всю работу, которую вы делаете по активизации, восстановлению, нормализации отношений между Францией и Россией. Это очень важно, и вы делаете эту работу не только с вашим могучим интеллектом, но также с душой и сердцем. Поэтому она, без сомнения, находит отклик у ваших российских коллег у нас. Как вы думаете, может быть, уже у вас есть практический план на вот этого обновления отношений, фундаментального обновления отношений? Потому что, конечно, такой серьезной ситуации, какую мы имеем сегодня, мы должны существенно пункт за пунктом продумать всю ситуацию. И, может быть, вы еще также сможете упомянуть, в конце августа, будучи в Финляндии, президент Макрон говорил о необходимости обновления архитектуры безопасности в Европе совместно с Россией. Может быть, и такие конкретизация вот этих планов уже существует. Большое спасибо. Merci pour vos propos. D'abord, l'architecture de sécurité européenne, c'est pour ça que je faisais allusion à la stratégie qui avait été discutée précédemment de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Pour le président de la République, c'est lié aussi à l'autonomie de l'Union européenne. Et l'idée, quand même, c'est que les Européens arrivent à se mettre d'accord entre eux, ce qui n'est jamais facile quand il s'agit de défense européenne. Ensuite, on est dans une période difficile puisqu'on n'a pas fini les négociations du Brexit. Il va y avoir les élections européennes qui ne sont pas faciles. Mais ensuite, l'idée, c'est de travailler sur cette architecture, mais d'abord entre Européens et en incluant bien sûr la Russie, mais il faut déjà qu'il y ait cet accord entre les Européens. Et voilà, d'expérience, ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas travailler pour l'avenir. Et puisque, bon, vous avez rappelé que j'étais une spécialiste de la Chine, et ça fait longtemps que je suis la Chine, il y a quand même eu cette démarche exceptionnelle de Kissinger et qui a conduit à la visite de Nixon en 1972. Donc on bâtit toujours pour l'avenir. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Une autre question. Alors, je ne sais pas où sont les micros, si vous pouvez parler fort, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas faire venir les gens chaque fois debout, ça serait ingrat. Je vous en prie. Please, do you have a microphone? Ça y est. Nous en avons un peu parlé, mais allez-y, posez votre question, je vous en prie. Donc, ma question est à propos de l'expulsion des diplomates. Vous avez mentionné que le dialogue est important. Ah oui. Oui. Ah, petit problème technique. Voilà, ça y est. Voilà, problème au démarrage. Allez-y, madame, je vous en prie. Voilà. On m'entend maintenant. Меня теперь слышно, да? Donc la question concerne l'expulsion des diplomates comme mesure de première réaction à l'affaire Skripal. Et par contre, vous avez mentionné la nécessité de restaurer le dialogue. Donc je me demande comment on peut le faire en expulsant les diplomates, surtout en telle quantité, comme ça s'est passé en mars et en avril cette année.
Donc, quel avenir on a à restaurer le dialogue si la première réaction est de réduire cette couche mince en telle des diplomates, qui sont le moyen naturel et le seul moyen de maintenir le dialogue. Merci. Oui, la réponse que je vais faire dans ce cas-là, c'est que nous avions des éléments du Royaume-Uni sur les responsabilités qui, d'ailleurs, ont été révélées encore récemment, et que les expulsions étaient des expulsions des membres du côté européen et du côté français de membres des services de sécurité et non pas de diplomates. Dans l'autre sens, je suis désolée, mais ceux qui ont été expulsés par mesure en miroir étaient effectivement des vrais diplomates. Je crois qu'il n'y avait pas de dialogue possible à ce moment-là. Simplement, ce que je constate, c'est que le dialogue a repris après, une fois ces mesures, non seulement de solidarité avec le Royaume-Uni, mais également de condamnation, d'utilisation d'agents chimiques sur le territoire d'un pays européen. Je crois que c'était incontournable. Ouais. Извините. Существует ли сейчас какая-то общая резолюция в европейских странах, и в частности позиция Франции относительно беженцев и вообще мигрантов, поскольку это была довольно большая проблема, и в частности нелегальных мигрантов? Alors, la France fait la distinction entre les migrants illégaux, qui sont des migrants économiques, et ceux qui ont le droit de demander l'asile politique. La difficulté, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de migrants illégaux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la France essaie de convaincre les Européens de trouver des solutions dans les pays d'origine pour les dissuader de venir en Europe. La question des réfugiés est évidemment beaucoup plus compliquée parce que vous avez des demandes d'asile et ensuite il y a des asiles qui sont accordés, statut de réfugié accordé, et pour d'autres le statut n'est pas accordé. Le problème, c'est que très souvent les gens ne partent pas. Donc normalement, il faut les renvoyer dans leur pays, ce qui est fait, mais pas malheureusement en totalité. Il y a une prise de conscience aujourd'hui du problème. L'idée, c'est de européaniser ce problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des accords de Dublin au titre desquels c'était le premier pays qui avait été, dans lequel le réfugié était venu, qui devait faire ses demandes d'asile. Et évidemment, ça a pesé très lourd sur la Grèce, ça a pesé très lourd sur l'Italie. Le Royaume-Uni considérait qu'eux, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et en fait, le point d'abcès était Calais. Et quand j'étais ambassadeur au Royaume-Uni, j'ai eu beaucoup de problèmes sur ce sujet-là. Il n'y a pas de solution évidente pour le moment, parce que ça ne peut pas être des quotas non plus. D'abord parce qu'il y a des pays qui sont opposés aux quotas, parce que certains pays vont accueillir des réfugiés qui ne resteront pas dans ce pays et qui iront dans les plus grands pays où il y a le plus d'emplois. Donc c'est un problème prioritaire pour l'Union européenne, prioritaire pour la France, qui n'est pas encore réglé. Ça a été fait, vous avez vu, quand il y a eu le problème de l'Aquarius, on n'a pas accepté d'accueillir l'Aquarius, mais en revanche, une fois qu'un pays avait accepté, on a pris un certain nombre de réfugiés. Et c'est très difficile entre le problème humanitaire, qui est de ne pas laisser des gens qui sont menacés sans protection, et puis le fait de laisser entrer des gens qui n'ont aucun titre à venir et qui posent parfois des problèmes d'intégration dans les sociétés dans lesquelles ils viennent.
Donc c'est une des priorités de la France, une des priorités de l'Union européenne. Par ailleurs, ce qui a été décidé, c'était de renforcer la police aux frontières également, qui s'appelait Frontex, pour éviter que les trafiquants de vie humaine ne considèrent ces populations de réfugiés comme simplement un moyen de gagner de l'argent. Mais c'est un problème difficile et en cours. Je ne peux pas vous dire que c'est réglé à 100%. Alors. Le micro n'est pas branché. Je pense qu'on va le laisser brancher définitivement. Voilà. Bon, alors je vous remercie encore pour ce discours qui était vraiment très éclairant, très intéressant. Et pour profiter de l'occasion de poser la question comme à quelqu'un d'initié, deux petites questions très strictes. La première, à qui appartient cette initiative de la rencontre d'Istanbul sur la Syrie? La première question. Et la deuxième question, il existait depuis 2002, je crois, le Conseil franco-russe pour la sécurité. Et donc, il a expiré, je crois, depuis 2014. Est-ce que quelqu'un envisage de reprendre les travaux de ce Conseil? Merci. Sur le premier sujet, en fait, c'était une initiative d'Erdogan, qui était d'ailleurs antérieure, parce qu'il y avait un sommet qui avait été envisagé, qui n'avait pas été tenu. Mais l'idée de ce rapprochement de membres du groupe d'Astana, comme la Turquie et la Russie, et du Small Group, comme la France et l'Allemagne, ça avait été une idée du président Macron. Mais ensuite, l'invitation, c'est une invitation clairement turque. Sur le deuxième sujet, il y a un certain nombre d'instances qui, pour le moment, ne se réunissent plus, mais on a maintenu les relations entre les ministres des Affaires étrangères, puisque depuis que je suis là, le ministre est venu, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 fois, et que Sergueï Lavrov se rend à Paris le 27 novembre prochain pour discuter de l'ensemble de la relation. Et puis également, il co-présidera avec Sergueï Lavrov une séance du dialogue de Trianon. Sur les questions de sécurité, j'ai parlé tout à l'heure donc du CEFIC sur le plan économique, et sinon on a repris une certaine coopération militaire qui avait été arrêtée. Pour reprendre l'ensemble des instances, il faut sortir de la politique des sanctions. D'autres questions, monsieur? Oui. Сергей Савушкин, бывший дипломат, сотрудник Российского института стратегических исследований. Госпожа посол, я хотел бы поблагодарить вас за очень интересное выступление и задать 2 больших вопроса. Скажите, не существует ли, на ваш взгляд, определенного противоречия между желанием Франции возобновить отношения с Россией, придать им новую динамику, и поддержкой Англии по Деловской полей? Тем более, что само это дело, оно достаточно неоднозначно воспринимается российской общественностью, особенно вот такие вещи, как использование боевых отравляющих веществ против гражданского населения и перевозка их, простите за банальность, в контейнере в виде духов Нина Ричи. И второй вопрос. Как вы представляете себе роль роль Франции в восстановлении Сирии? И будет ли такая роль? Спасибо.
Sur l'affaire Skripal, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été fournis, et je pense qu'il y a eu également des journalistes, ou des journaux qui ont fait des investigations ici et qui ont trouvé quand même quels étaient les responsables, quels étaient leurs noms, quels étaient leurs antécédents et les relations avec le GRU. Donc je pense que là-dessus, les informations ont été données. Et s'il y a eu au début des doutes dans la population russe, je pense, à la suite de discussions, qu'il n'y en a plus beaucoup. Après, je ne sais pas qui est le commanditaire, ça on ne sait pas. Mais sur la responsabilité des deux personnes, je crois que là, il y a un certain nombre de convictions. Mais je ne pense pas qu'il y ait de contradiction aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que j'espère, c'est que c'est une affaire qui est très malheureuse, qui ne se reproduira pas. Ça, c'est important, mais ça n'empêche pas de vouloir construire ou reconstruire la relation. Le rôle de la France en Syrie, d'abord, la France a été menacée directement par les terroristes qui étaient partis en Irak et en Syrie, à partir de Raqqa. Raqqa qui était la soi-disant capitale d'un soi-disant État. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que les actes terroristes contre des citoyens français, le Bataclan en particulier, ont été commandés, organisés à partir de Raqqa. Donc la France a fait des frappes sur Raqqa avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. Il y a des échanges de renseignements qui sont faits également avec la Russie, qui sont très utiles, parce que c'est un ennemi commun. Daesh, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, est un ennemi commun à la Russie, à la France et à l'Europe, puisqu'il y a des attaques qui ont été menées. Donc ça, c'est la lutte contre le terrorisme et la priorité, mais également la construction, une reconstruction démocratique ou politique, d'où le comité constitutionnel, d'ailleurs, qui avait été conçu à Sochi. La France a un certain nombre de relations avec des membres de l'opposition démocratique syrienne. Et sur la reconstruction proprement dite, nous considérons que la reconstruction ne pourra avoir lieu et dans un cadre européen que quand il y aura un processus politique. Ça n'empêche pas, en revanche, la fourniture d'une aide humanitaire, ce que nous avons fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la banlieue de Damas. Une autre question, s'il vous plaît. Là-bas au fond, s'il vous plaît, jeune femme. Oui. Oui, vous avez parlé brièvement des relations économiques franco-russes, mais à la fois on voit la chute d'investissement en Russie. Donc ma question, c'est quels secteurs de l'économie sont selon vous les plus prometteurs dans le climat actuel des sanctions et des contre-sanctions? Et la deuxième question, pourriez-vous commenter la fermeture de Business France, parce qu'il y avait beaucoup de spéculations autour de cette fermeture. Merci. En ce qui concerne les investissements, le forum économique de Saint-Pétersbourg a été très intéressant parce qu'il y avait, vous vous souvenez, un pavillon français. La France était invitée d'honneur. La plupart des chefs d'entreprise des grands groupes sont venus et ont fait part de leur intention de développer des projets. J'en connais certains que je ne vais pas citer ici, qui pensaient que la Russie n'était pas prioritaire et qui ont été enthousiasmés par les rencontres qu'ils ont eues à l'occasion du forum de Saint-Pétersbourg et sont prêts à investir davantage dans un certain nombre de projets, des projets en termes d'énergie, mais des projets également concernant les énergies nouvelles ou le traitement des déchets, etc. Donc il y a beaucoup d'intérêt français dans ce domaine.
Il y a un intérêt également d'entreprises agroalimentaires qui, malheureusement, effectivement, à cause des contre-sanctions, ne peuvent plus importer en Russie, mais qui ont décidé de créer des entreprises en Russie même et de faire bénéficier de leur savoir-faire. Je pense à Savencia en particulier, qui a acheté une ferme et qui va produire du fromage alors dans le Bashkotorstan, mais qui approvisionnera Moscou également. Alors, la fermeture puis il y en a d'autres, hein, c'est des exemples que j'ai donnés. La difficulté, c'est le financement. Et effectivement, il faudra trouver peut-être un autre type de financement, tant qu'on n'aura pas de mécanisme approprié. Mais ce qu'on a fait pour Yamal, puisque en fait, il y a eu un financement chinois. Le Business France. Alors moi, j'ai beaucoup regretté la fermeture de Business France. Il y avait une équipe biculturelle de gens très dynamiques qui se déplaçaient d'un bout à l'autre de la Russie, qui organisaient des salons et qui avaient un bon carnet d'adresses en Russie. La difficulté vient du fait que, à la suite de deux licenciements qui étaient tout à fait argumentés, il y a eu des pratiques qui sont contraires à la Convention de Vienne, c'est-à-dire qu'il y avait eu séquestre du compte de l'ambassade, enfin du consulat général plutôt, et que du coup, Business France n'était plus en mesure de fonctionner normalement, n'était plus en mesure de rémunérer ses employés. Et à la suite de ça, sont venues les expulsions. Le directeur de Business France a été expulsé. Donc, la décision qui a été prise à Paris était de fermer le bureau de Business France à Moscou. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai regretté. Cela dit, on va travailler, on ne va pas arrêter de faire de la diplomatie économique. Donc, il va y avoir des accords qui vont être passés avec un certain nombre d'opérateurs ou la Chambre de commerce. Enfin, il va y avoir des discussions dans les mois qui suivent. Mais bien évidemment, l'ambassade de France continuera à appuyer les affaires entre la France et la Russie. Une autre question, s'il vous plaît. A déjà fait quelques actions concrètes dans ce domaine. Merci. Alors, en dehors du dialogue de Trianon, il y a quand même une activité culturelle qui est très forte en Russie. Nous soutenons les alliances françaises. Il y en a 12 dans le pays. Il y a aussi des clubs de Français. J'étais très émue parce que je suis allée à Sakhaline et il y avait un club de Français qui avait été monté comme ça, simplement par des amoureux de la France et de la langue française. Donc évidemment, dans la mesure du possible, nous les aidons. Nous faisons aussi chaque année une université ou une école d'été dans une ville. L'année prochaine, ça sera Rostov-sur-le-Don. Il y a des échanges entre les écoliers, entre les étudiants. Il y a des participations à des camps d'été également. Et donc, effectivement, il y a un soutien qui est assuré par le service culturel de cette ambassade. Merci. Je vois pas. Une femme. Ouais. Bonjour. Уважаемая госпожа посол, я благодарю вас за сегодняшний вечер, за это мероприятие и возможность задать вам вопрос. Отношения между нашими народами уже больше 1000 лет. Мы давно знаем друг друга. И очень многие люди хотят, чтобы визы между нашими странами были отменены. Я думаю, в этом зале среди есть тоже такие люди. Что вы об этом думаете? Это было бы отличным шагом, чтобы дружба между нашими народами вышла на новый уровень. И что должно произойти, чтобы это стало реальностью? Спасибо.
Il y avait une discussion entre l'Union européenne et la Russie pour l'annulation de l'obligation de visa. Malheureusement, les événements de 2014 ont mis fin à cette discussion. Et comme c'est une décision européenne, on ne peut pas aller à l'encontre de ces décisions. En revanche, l'ambassade de France délivre les visas aux citoyens russes en 48 heures, ce qui est un record. Alors en 48 heures si c'est à Moscou, hein, si vous habitez au fin fond de la Sibérie, ça prend un tout petit peu plus de temps. Il y a très peu de refus de visa. Et puis nous donnons des visas de circulation également pour des hommes d'affaires, des gens qui se rendent régulièrement en France. Ça peut être un an, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Donc un jour, ça serait sans doute bien qu'il y ait effectivement une annulation des visas. On avait envisagé, dans le cadre de Saint-Pétersbourg, du lancement de Trianon, d'exempter les jeunes de moins de 18 ans, mais on nous a expliqué après que ce n'était pas légal. Mais en tout cas, on fait franchement tout ce qu'on peut pour que les visas soient délivrés sans problème aux Russes. D'ailleurs, il y a eu une augmentation du nombre de visas délivrés. Ce matin, le consul général nous donnait un chiffre qui était de combien par jour? 1700, non 1600 visas par jour. Bon, c'est beaucoup plus facile, je peux vous dire, du côté russe, enfin du côté français pour que les Russes obtiennent des visas, que du côté russe, parce qu'on nous demande un nombre incroyable de documents, y compris d'ailleurs mes invités personnels, et je suis contente qu'ils ne se découragent pas. Mais parce que j'essaie aussi de faire venir des amis pour découvrir la Russie, et des gens qui ne seraient d'ailleurs pas venus spontanément. À cet égard-là, je trouve que c'est important qu'il y ait eu le système de Fan ID du côté russe pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, ces Fan ID permettent à certains de revenir en Russie jusqu'à la fin de cette année. Et en tout cas, nos services de police, nos services de sécurité travaillent pour l'organisation des Jeux Olympiques en France en 2024 et pour s'inspirer du modèle des Fan ID. Donc on a une coopération qui a été lancée dans ce domaine et qui est importante. Dernière question. Monsieur ? Bonsoir Madame l'ambassadeur. Donc, moi je m'appelle Arnaud, je suis étudiant au MGIMO ici à Moscou. Moi j'avais une question vis-à-vis de l'approche russe en termes d'écologie et développement durable. Alors c'est vrai que c'est une question qui est de plus en plus présente, voire assez anxiogène. Et c'est vrai que dernièrement en France, le gouvernement a décidé d'augmenter la taxe sur les carburants, ce qui est une décision plutôt courageuse. Mais c'est vrai que quand on compare avec la Russie, on voit qu'il y a une réelle différence. Enfin, je ne connais pas exactement le sujet, mais c'est vrai que rien qu'en termes de recyclage, on voit que rien n'est fait, rien n'est recyclé, ni le verre, ni le papier, ni le plastique, ni les batteries, enfin, pas grand-chose. Et en fait, la question, c'est, on voit vraiment qu'il y a des pays qui ne prennent pas du tout en compte ces problématiques, et notamment les pays majeurs comme la Chine, les États-Unis, la Russie. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette approche russe en termes d'écologie et de développement durable. Merci. D'abord, je vais vous répondre sur l'ensemble de ces pays parce que je pense que c'est intéressant. Quand on a posé la question, quand on a essayé de convaincre les Chinois, et j'ai été directrice des Nations Unies, Organisation internationale, quand je m'occupais de ces sujets, avant d'être ambassadeur en Chine, ils nous répondaient « Vous avez pollué pendant 200 ans, c'est notre tour de le faire, la priorité c'est le développement ». Or, ils ont pris conscience qu'il y avait des conséquences en matière de sécurité, de santé en particulier, qu'il y avait des protestations des citoyens. Et aujourd'hui, les Chinois sont convaincus, et c'est un des pays qui fait le plus dans ce domaine. C'est plus du tout le discours d'avant.
Du côté américain, effectivement, Donald Trump a dénoncé les accords de Paris, mais en même temps, les Américains le respectent parce que les villes, les différents États des États-Unis, les entreprises, parce que les acteurs, c'est pas seulement les gouvernements, sont très engagés là-dedans. Et alors du côté russe aussi, je me souviens la première réaction de Poutine quand on a parlé de réchauffement climatique, c'est de dire s'il y a un réchauffement d'1 ou 2 degrés, les Russes ne s'en plaindront pas. Mais ça, c'était il y a quelques années. C'est plus vrai aujourd'hui parce que les Russes ont pris conscience que la fonte du permafrost, c'était pas bon non plus pour la Russie. Le problème, c'est que et ils ont été très coopératifs pour la négociation de l'accord de Paris, de la COP21. La Russie, comme la Chine, ont été très impliqués. Alors depuis, la Russie en fait effectivement un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il y a une énergie fossile très peu chère, donc comme on le sait, les appartements sont surchauffés. En matière de tri aussi, il n'y en a pas, mais ça commence à venir. Certains prennent des initiatives. Nos entreprises qui, justement, travaillent sur ces questions-là, sur la gestion des déchets aussi, sont prêtes à se réengager. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus intéressés par ce phénomène-là que d'autres. Et alors, j'ai eu l'occasion aussi de donner un prix, c'était l'année dernière, il y avait plusieurs ONG qui travaillaient justement là-dessus, une sur la reforestation, l'autre sur le tri des déchets. Et donc, je pense qu'il y a des initiatives citoyennes. Et j'ai rencontré aussi le ministre de l'écologie pour travailler sur ces sujets-là. Ce n'est pas parfait, mais je pense que la prise de conscience existe dans tous les pays. Voilà. Merci Madame l'ambassadeur. Merci à tous d'être venus ce soir. On vous invite à partager un verre et à grignoter, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais ça doit être bon en tout cas. Donc ça se passe dans la pièce à côté, vous êtes tous conviés. Merci encore d'être venus ce soir.